Bienvenue et merci de vous joindre aujourd'hui pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir, que vous soyez en direct avec nous ou que vous regardez l'enregistrement plus tard. On va parler aujourd'hui de l'essai de demain, comment aller allier la modernisation et pérennité d'aujourd'hui. Le webinaire durait environ 45 minutes, suivi d'une période de questions-réponses. Nous vous invitons à soumettre vos questions à l'aide du bouton Questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions pendant la séance, nous ferons un suivi avec plaisir par la suite. Tous les participants sont en mode muet et les caméras seront désactivées pendant le webinaire. L'enregistrement du webinaire sera envoyé à tous les participants après la séance, puis un court sondage vous se présentait à la fin du webinaire. Donc, je vais vous présenter vos présentateurs. Donc, premièrement, Martin Duchamp, vice-président du Canada, Jonathan McMurray, ingénieur de solutions, puis moi, Garen Asparian, chargé de compte. Donc, le webinaire sera divisé en 4 sections: l'évolution rapide de la technologie et son impact sur les ESAN, les enjeux, réalités et besoins qui revient le plus souvent chez les ESAN, une démonstration en direct d'AllaiCare et des possibilités qu'une modernisation peut offrir, puis une période de questions suivra afin d'échanger et répondre à vos questions. Je vais maintenant passer la parole à Martin. Merci beaucoup, Garen. Alors, pour ceux qui étaient avec nous à la journée du réseau, il y a environ une dizaine de journées, j'avais parlé de l'évolution de la technologie en soins à domicile. Donc, je ne reprendrai pas ce thème-là, mais je vais faire une mise en contexte un peu différente aujourd'hui. Donc, on a eu la chance dernièrement là, d'avoir accès au rapport McKnight qui est sorti, qui nous parle des tendances en soins à domicile. Ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est que dans les dimensions qui ont sorti qui inquiètent les organisations en aide à domicile, évidemment, il y a des aspects réglementaires qui sont renforcés dans les différentes provinces ou États américains. Il y a l'aspect des réclamations, la rémunération, les aspects financiers, évidemment, qui sont au cœur des préoccupations. Mais ça ajoute à ça, où l'emphase, je vous dirais, était surtout sur les aspects de personnel. Donc, on ne parle pas nécessairement de quantité de personnel disponible pour l'aide à domicile, plus que le ratio de personnel disponible. Ça veut dire que on a une augmentation de la demande en soins à domicile dans un contexte où on a moins en moins de gens disponibles pour suivre la demande. On est dans un contexte de vieillissement de population où on a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'aide et de moins en moins de gens dans la force de travail. Et donc, c'est ce ratio-là qui inquiète. Et avec la pandémie, évidemment, c'est accéléré un virage en santé vers les soins de proximité. Donc, les soins à domicile, l'aide à domicile, les soins virtuels. Bref, c'est une décentralisation des soins à l'extérieur des hôpitaux, dans le domicile des gens. Donc, pour ça, ça prend des bonnes équipes. Et puis, l'inquiétude est surtout au niveau du personnel, ce qui a amené l'emphase sur qu'est-ce qu'on fait pour garder nos employés, qu'est-ce qu'on fait pour les garder heureux. Donc, ça m'amène à approfondir sur les données. Garen, si tu peux passer à la prochaine. Dans les données du rapport, ce qui était fascinant, c'est qu'on parle du fait que c'est pas les employés, ce qu'ils aiment pas, c'est pas nécessairement la nature du travail, mais c'est plus les conditions de travail. Les aspects au niveau de la stabilité des horaires ou des tâches redondantes qui sont peu motivantes, c'est tous des responsabilités qui reviennent à l'employeur. Donc, les organisations ont le plein pouvoir de venir améliorer ces conditions de travail-là pour les employés, pour les rendre plus heureux dans leur travail, plus efficaces, mais aussi leur permettre de faire les choses qui sont les plus valorisantes, c'est-à-dire d'aider les gens qui sont dans le besoin. Les organisations dans le rapport qui s'en tirent bien à ce niveau-là ont développé ce qu'on a appelé ici une discipline opérationnelle à un autre niveau. Et c'est devenu non seulement une stratégie de fidélisation au niveau du personnel, mais c'est devenu même une stratégie de recrutement pour les organisations qui offrent pas des conditions similaires à leurs employés. Dans un contexte où on est dans un secteur où il y a beaucoup de bouche à oreille, et dans nos régions respectives, on va souvent chercher des employés à travers les connexions de nos employés. La discipline opérationnelle chez Alaïka, on l'articule en 6 volets. Et donc, c'est des aspects d'interopérabilité, d'assister l'expérience de l'employé et du client
avec l'automatisation des tâches et l'intelligence artificielle et de s'assurer que la donnée qu'on gère autour des visites, ben, qu'elle soit, qu'on soit capable de la manipuler et de la déplacer de façon pertinente, soit vers un système de paye ou un système comptable ou d'autres systèmes qui sont utilisés à travers les salles. Ça, c'est important dans le contexte actuel où non seulement vous voulez le faire pour créer des meilleures conditions pour vos employés, mais il y a aussi un contexte autour de vous, un peu plus macro, qui amène certaines pressions sur l'organisation. On a parlé des appels d'offres qui sont faits conjointement avec des organisations qui peuvent être peut-être plus avancées en discipline opérationnelle, ce qui leur donne des structures de coûts différentes ou des avantages différents au niveau des niveaux de services qu'ils peuvent offrir. Mais aussi penser au Québec où on a une nouvelle politique de soins à domicile qui va amener un virage des soins vers les partenaires. Donc, les partenaires du réseau, ça va être les ESAD, ça va être les compagnies privées. Et donc, de plus en plus, le réseau va s'appuyer sur ces partenaires-là pour faire la prestation des services. Et pour un réseau de santé, ce qui est difficile, c'est je ne peux pas transférer le client à une ESAD et perdre de vue ce qui se passe avec le client parce que je suis encore responsable du client. Donc, ce qu'on voit dans les systèmes de santé de plus en plus, c'est une augmentation de la réglementation et de la reddition de comptes. On exige que les partenaires soient capables d'ingérer la référence de façon digitale et d'être capable de renvoyer de la donnée automatiquement par rapport à la visite, par rapport au client et de façon continue. Les organisations qui n'ont pas une bonne discipline opérationnelle, ça devient énormément de travail. Ça demande des employés supplémentaires pour gérer ce type de relation-là. Le Québec est en train de faire ce virage-là. Donc, il y a des organisations qui vont devoir faire des ajustements pour être capables de suivre et prendre avantage de ce virage-là vers les partenaires. Chez Allied Care, on a articulé tout ça dans un programme qu'on appelle le modèle de maturité en aide à domicile. Donc, on suit toutes les organisations au Canada, aux États-Unis et en Australie pour essayer de comprendre, par exemple, une OBNL dans un milieu urbain ou dans un milieu plus rural. On peut s'attendre à quoi comme performance en termes de discipline opérationnelle? Je vous donne quelques dimensions ici, mais le modèle est plus élaboré que ça. Ces dimensions-là, ça nous aide, nous, à accompagner les organisations dans leur évolution après une transformation avec Allied Care. C'est évidemment, on ne fait pas une transformation en 4 à 6 mois pour arriver demain matin et avoir la meilleure discipline opérationnelle dans notre secteur. Il y a des étapes à ça, et on veut venir digitaliser les trajectoires ou les processus de travail dans la première année pour emmener ensuite l'automatisation des tâches et venir faire de l'assistance avec l'intelligence artificielle quand on arrive à une version plus mature. Donc, c'est un peu la mise en contexte aujourd'hui qui met la table pour l'équipe pour venir vous présenter, ce qu'on entend des ESAD, les préoccupations, mais aussi les opportunités, voir comment Allied Care peut répondre à ces opportunités-là. Puis, on va faire une démonstration en temps réel avec Jonathan qui va vous permettre d'avoir un visuel beaucoup plus concret de comment le système fonctionne et peut être utilisé. Donc, merci Martin. Nous allons maintenant mettre en lumière les enjeux, réalités et les besoins que les ESAD nous partagent le plus souvent. Typiquement, ce qu'on nous entend, c'est un manque de visibilité au quotidien, trop de tâches administratives manuelles, une croissance qui amène plus de complexité, une forte dépendance envers certaines personnes clés et des systèmes et des informations qui restent en silo. Mais avant de commencer, nous aimerions savoir quels sont vos principaux objectifs pour cette année. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, quand on parle de modélisation, ce n'est pas seulement un changement de système. C'est une occasion d'ouvrir la porte à des nouvelles possibilités et opportunités. Ça veut dire plus de visibilité, plus de contrôle, un système adapté à vous, grandir sans ajout de pression, préserver la connaissance et expertise interne et être prêt pour demain. Au final, l'objectif est simple.
passer plus de temps avec les clients et les personnes qui ont besoin de services sur votre territoire puis au Québec. Et alors, pourquoi c'est important pour vous? Et comment peut-on concrètement rendre tout ça possible? Donc, par exemple, il est 7 heures du matin, un préposé appelle qui dit que ne pourrait pas travailler aujourd'hui. Là, typiquement, ça déclenche une chaîne d'action manuelle. Réassigner les visites, appeler les clients, ajouter les horaires. Sans un vue clair en temps réel, ça peut devenir compliqué. Alors, quelle est l'opportunité? C'est de voir les horaires et les employés et les clients au même endroit et être capable de réassigner plus rapidement parce que l'information est mise en avant. Mais pourquoi c'est important? Ça évite des visites en retard ou manquées, des clients oubliés ou déplacés, et peut-être un impact sur votre réputation et la confiance des clients. Le but, ce n'est pas avoir plus de technologie ou plus de fonctionnalités. Le but, c'est d'avoir plus de contrôle au quotidien. Vous avez besoin d'un système qui adapte à votre réalité, puis à votre organisation. On sait que les ESAD se ressemblent, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Dépendant de votre région, votre taille, vos services, vos exigences de rapport et de facturation, les clients que vous servez, vous avez toujours des besoins différents et ça va être toujours rester comme ça. Mais le logiciel moderne s'adapte à vos besoins et pas l'inverse. Mais pourquoi encore est-ce que c'est important? Moins de contournement, communication plus simple, moins de friction au quotidien, plus de visibilité, donc plus de temps pour vos clients. C'est pourquoi vous avez besoin d'un partenaire qui comprend votre réalité et peut évoluer avec vous. Donc, la nouvelle réalité des essais, que maintenant, on a des nouveaux clients, nouveaux services et des nouvelles opportunités. Mais la croissance devrait créer plus de capacité, pas plus de complexité. Ce qu'on entend souvent, c'est trop de temps consacré aux tâches répétitives. La planification va gérer les demandes de changement ou d'annulation. La comptabilité va entrer des données manuellement en plusieurs systèmes. La direction va sortir les données du système, les mettre dans Excel et devoir les mettre à jour constamment. Mais pourquoi c'est important de faire plus avec moins? Plus de temps pour les clients et les équipes, une meilleure balance entre le travail et la vie personnelle, plus de temps pour analyser et prendre des décisions éclairées, plus d'énergie sur les activités à valeur ajoutée, et ça aide à réduire les dépenses qui continuent d'augmenter. Il faut préserver ce que vous distingue. Le but, ce n'est pas de changer qui vous êtes. Par exemple, Jonathan travaille avec nous depuis des années. Il connaît l'organisation sur le bout de ses doigts. Quand il y a une question, on appelle Jonathan. Mais Jonathan commence à penser à sa retraite. Et là, ça devient un enjeu. Beaucoup reposent sur ses épaules. Ça prend 6 à 12 mois pour intégrer quelqu'un de nouveau. Et même si on trouve la bonne personne, comment fait-on pour les garder? Donc, comment les ESAD modernes répondent à cette réalité? L'information se trouve au même endroit. Les nouveaux employés peuvent contribuer plus rapidement grâce à une meilleure visibilité parce qu'ils ont réussi à préserver cette information et potentiellement une meilleure expérience client et une meilleure qualité de soins. Pourquoi est-ce que c'est important? Et alors, réduire la risque opérationnel. On peut commencer à être plus proactif que réactif, puis on peut voir les enjeux avant qu'ils deviennent des problèmes. Et pour les nouveaux employés, une intégration plus simple, plus de visibilité de la départ, puis plus de soutien de la jour 1. Le résultat, une meilleure continuité pour votre équipe, puis une meilleure continuité de soins pour les personnes que vous accompagnez. Et finalement, parlons de demain. Le secteur de soins à domicile évolue rapidement. La conversation ne porte plus seulement sur les besoins d'aujourd'hui, mais aussi de ceux de demain. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être prêt? Un système intégré de A à Z,
la flexibilité d'adapter le système à votre réalité avec des flux de travail personnalisés selon vos besoins, plus d'autonomie et de contrôle pour faire certaines choses vous-même, comme créer des rapports, puis un partenaire qui comprend votre réalité et qui peut vous accompagner dans l'avenir. Mais la demande pour demain, pardon, c'est de plus d'automatisation, puis comment on peut éliminer les tâches répétitives, comme appeler chaque client lors d'un changement dans leurs horaires. Plus d'intelligence artificielle, comme les agences de IA pour créer les plans soins et vérifier des visites. Essentiellement, le but, c'est de trouver des meilleures façons de travailler. Mais pourquoi c'est important? Parce que demain, ça arrive. Et la meilleure façon de se préparer, c'est de commencer à y réfléchir dès aujourd'hui. Parce que le secteur continue d'évoluer et les possibilités continuent à grandir. Donc, j'ai parlé de plusieurs possibilités aujourd'hui, mais maintenant, je vais passer la parole à Jonathan, qui va vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Merci, Garen. Donc, bonjour à tout le monde. Maintenant, j'aimerais vous montrer un logiciel moderne qui répond aux besoins, comme mentionné Garen, et qui vous permettra de mieux servir votre communauté. Donc, en ce moment, vous devriez tous pouvoir voir le profil de notre patient Charlotte Touzeau. Je suis sur la page de planification ici parce que j'aimerais commencer par la planification. Donc, allons ensemble planifier une visite. Je veux planifier une visite aujourd'hui à 15 heures. Donc, je clique l'horaire et ça va m'ouvrir une fenêtre pour créer une visite. À ce point, j'ai choisir l'employé pour combler cette visite. Peut-être j'ai travaillé à cette organisation longtemps. Je connais déjà toutes les exigences des patients, des clients, ainsi que les compétences des employés. Donc, si j'ai toutes ces préférences et ces exigences en tête, je pourrais dire, OK, je sais que mon employé, Alexia Chabot, sera un bon match pour cette visite. Et je pourrais aller sauvegarder la visite. Mais on n'a plus besoin de garder ces informations en tête. On peut créer les profils clients, les profils des services que reçoivent les clients, ainsi que le profil employé pour pouvoir mailler les employés aux clients d'une manière intelligente. Pour démontrer ça, je vais cliquer Trouver des employés. Ici, le logiciel me montre une liste d'employés qui pourraient combler cette visite. Ça me montre plusieurs paramètres tels que la continuité, les compétences. Donc, ici, par exemple, le client a besoin qu'un employé parle français, est confortable avec les animaux et peut-être a son permis de conduire, comme exemple. Peut-être il habite éloigné de la ville. Ça me dit si les employés sont disponibles, le temps de déplacement pour arriver à la visite, que ce soit de chez l'employé, si c'est la première visite de la journée, ou de la visite précédente, ainsi que les heures de travail actuelles dans la semaine. Donc, selon les paramètres, je vois que Louis Renault, notre employé Louis, est probablement le meilleur match pour cette visite. Donc, je sélectionne Louis, je sauvegarde. Et maintenant, je peux créer ma visite. Mais on n'a pas besoin d'arrêter là. Je viens d'utiliser un outil intelligent pour me proposer les meilleurs employés pour combler une seule visite, mais on peut faire ça pour plusieurs visites à la fois. Donc, me voici dans l'optimisateur des visites. Je peux me demander à l'outil de me donner une liste de visites vacantes selon les filtres ici en haut. Donc, je cherche les visites vacantes entre demain et le 27 mai. Je clique Recherche et voici ma liste. À ce point, je peux dire OK, super, merci. Maintenant, s'il vous plaît, optimisez toutes ces visites. C'est-à-dire, va chercher tous les meilleurs employés pour combler toutes ces visites en un seul coup, en utilisant les mêmes paramètres qu'on a vus tantôt. Donc, ça va tourner pendant entre 20 secondes et 2 minutes selon le numéro d'employé à considérer ainsi que le numéro de visite vacante. Et ça va me proposer un employé pour chacune de ces visites. À ce point, je pourrais juste dire OK, merci, je suis complètement d'accord et assigner tous les employés à toutes ces visites. Mais il y a toujours l'option de prendre la décision humaine. Donc, l'outil nous propose les meilleurs employés selon lui, selon l'outil. Mais vous pouvez toujours aller un peu plus loin en tant qu'humain et aller voir, OK,
peut-être Tristan est le meilleur employé, mais quelles sont les autres options? Et voici, je vois une liste d'autres possibilités. Il y en a quelques-uns qui sont en jaune parce que l'outil est assez intelligent pour savoir, oh, Amélie a déjà été proposée pour une autre visite, alors ça se peut qu'on ne devrait pas lui mettre sur les 2 visites. Mais je vois ici Nicolas. Super, je pense que Nicolas est un meilleur match. Je peux lui choisir pour la visite. J'aimerais aussi mentionner ici le petit épingle pour voir la carte parce que les autres paramètres sont les mêmes de ce qu'on a vu lorsque j'ai trouvé un employé pour une visite tantôt. Donc, on voit la continuité, les compétences, le temps de déplacement et les heures dans la semaine. Mais avec cet outil, je peux aussi voir la route pour la journée. Et si l'employé avait déjà des autres visites attribuées à lui ou à elle, cette journée, on les verra ici. Donc, on verra en forme tableau et en forme carte la route, la journée avec la visite proposée ici dans l'optimisateur de visite. Donc, ça nous permet de voir à haut niveau un survol de la journée de cet employé. Donc, j'ai fait mes petites recherches ou peut-être j'ai très confiance en l'outil optimisateur. Donc, je peux sélectionner toutes les visites et dire OK, merci, attribuer des employés à toutes ces visites. J'ai dit qu'il y a une décision humaine dans ça aussi. Et c'est pas vous pouvez concevoir l'outil selon vos besoins. Donc, ici en haut à droite, on peut aller voir la configuration. Et c'est ici qu'on choisit les priorités à considérer pour l'optimisateur. Et c'est très facile à changer les priorités. En ce moment, on voit que priorité numéro 1, c'est maximiser la continuité des soins. Mais peut-être pour mon organisation, la priorité numéro 1, c'est de minimiser le temps de déplacement. Donc voilà, je change l'ordre et c'est mis à jour. Donc l'optimisateur va changer la priorité des besoins ici. Et je peux sauvegarder. OK. Jusqu'à présent, on a planifié les visites. On a utilisé un outil intelligent pour combler ces visites avec les meilleurs employés. Mais on n'a pas parlé des plans de traitement ni des formulaires. On ne veut pas juste planifier les visites. C'est pas seulement pour planifier l'horaire des employés. On peut inclure dans les visites des informations pertinentes telles que les tâches à compléter lorsque l'employé est avec le client et les formulaires à compléter au besoin. Donc, j'aimerais vous montrer comment c'est facile de paramétrer ou de créer ces plans de traitement et des formulaires. Et dans un instant, on va voir dans l'application mobile de quoi ça a l'air. Donc, me voici de nouveau dans le profil de Charlotte et je suis allé voir son plan de traitement. Ici sont les tâches à compléter dans les visites. Chaque tâche peut avoir sa propre fréquence. Donc, peut-être il y a des tâches qui sont à compléter une fois par mois ou peut-être à chaque jour, mais seulement les matins. On peut vraiment fixer ces règles afin que les bonnes tâches apparaissent dans les bonnes visites. De plus, on n'a pas besoin de créer les tâches à partir de zéro pour chaque nouveau client. Vous pouvez tout simplement utiliser la bibliothèque et choisir selon la liste de tâches que vous, comme une organisation, complétez et ajouter, on va dire, réorganiser le placard et faire la litière et ajouter ça à la plan de traitement. Aussi facile que ça. Je vais passer au formulaire maintenant. On va garder en tête, je vais mentionner dans l'application mobile où on peut voir les tâches à compléter ainsi que les formulaires. Me voici dans un formulaire en mode construction. Donc, c'est très, très facile de créer vos propres formulaires. Peut-être que vous avez des formulaires en papier maintenant, peut-être que vous en avez en numérique, mais que ce soit en papier ou en numérique, c'est très facile de le créer dans l'iCare afin que ça puisse être complété dans les visites et sauvegardé sur le profil du client. Et aussi, on peut faire sortir les données dans les formulaires, dans les rapports. Mais rapidement, je vais juste modifier, je vais faire un exemple de modification ici. Je suis dans un rapport d'incident pour les ISAD. Je vais ajouter une case à cocher ici en dessous de type d'incident. Je vais l'appeler Avez-vous avisé la famille? Et peut-être je veux ajouter une logique d'affichage.
je veux seulement voir cette case si le type d'incident a été marqué comme majeur. Maintenant, si j'aille visualiser mon formulaire, je peux cocher type d'incident majeur et seulement maintenant le champ «Avez-vous avisé la famille» apparaît. C'est une façon de vraiment simplifier la vie des préposés qui complètent ces formulaires et aussi d'assurer que les bonnes informations sont saisies. OK, ça c'est un survol de quelques fonctionnalités de l'application web de Ally Care. Mais Ally Care est un écosystème de ça, l'appli web, une application mobile et le portail famille. Ils ne sont pas des applications séparées. C'est vraiment une seule solution connectée. Donc, les mises à jour sur le web se mettent à jour automatiquement et en temps réel sur l'application mobile. Donc, passons voir l'application mobile. Me voici sur la page d'accueil dès que je me connecte à l'application. Je vois mes visites pour aujourd'hui et je peux cliquer dans n'importe quelle visite pour aller voir plus d'informations. Juste rapidement, je vais vous montrer ce qui est disponible. Vous pouvez montrer ou cacher les informations qui vous conviennent. Donc, par exemple, le préposé aurait accès à l'adresse, bien évidemment, le numéro de téléphone du client, les contacts d'urgence, mais aussi les notes du prestataire de soins, telles que les codes portes ou les instructions pour accéder à la domicile. Il y a aussi les risques. On met de l'avant les risques tels que ici, il y a une risque de chute sur les marches en avant de la maison. Et c'est très, très visible avant que le préposé arrive chez le client. Je vais aller en arrière pour pointer l'arrivée à cette visite. Donc, maintenant, ça dit arrivée précoce parce que je suis en avance, mais sinon, ça dirait commencer. L'application sait que je ne suis pas techniquement chez le client en ce moment. Je vois cette page parce que le petit épingle ici, c'est l'adresse du client et le point bleu, c'est moi en ce moment. Si j'étais vraiment sur place, je ne verrais pas du tout cette page. Mais je peux dire non, non, il y a un problème, je ne sais pas quoi, je veux commencer quand même. Maintenant, je suis dans une visite active. Allons voir les tâches à compléter et les formulaires. Je vais voir tâches du service. Ici, il y a une liste de tâches à compléter. Je peux cocher dire oui, j'ai complété ou peut-être non, je n'ai pas complété. Je vais être demandé de laisser un motif pourquoi je n'ai pas complété. Donc, on peut dire le client a refusé. Je continue vers le bas de la liste pour dire oui, j'ai complété toutes ces tâches. Voici une option, vous pouvez demander combien de temps est-ce que vous avez passé sur cette tâche. Je vais dire 4 minutes. Voilà, terminé. C'est une option, pas une exigence. Et en bas ici, il y a un formulaire qui s'appelle signature du client. On sait que souvent, c'est important pour recevoir les signatures du client et du préposé dans certains cas. Donc, vous pouvez créer un formulaire pour exiger ces informations dans chaque visite. Je vais dire oui, le client peut signer. Et maintenant, voilà, je signe, je suis le client et je soumets le formulaire. C'est un exemple de formulaire qui est souvent exigé pour chaque visite, mais il y a d'autres formulaires qui sont facultatifs selon ce qui vient de passer dans la visite, tels que rapport d'incident. Donc, on voit, puisque j'ai mis ce formulaire comme formulaire facultatif dans la visite, c'est très facile à accéder à ce formulaire à partir de la visite. Donc, je peux aller voir juste pour vous montrer de quoi ça a l'air dans l'application. Il y a les champs, mais tout ça est vraiment modifiable. Vous pouvez créer ça vous-même avec l'aide de l'équipe de Like, bien sûr, et vraiment garder à jour vos formulaires et de les bâtir précisément selon vos besoins. J'ai fini avec la visite, donc je vais cliquer départ et voilà, j'ai maintenant une visite complétée. J'ai remarqué que j'ai un petit bouton orange ici en haut à gauche. Donc, allons voir ce que c'est. Et je peux voir que j'ai un message.
Donc, c'est juste pour démontrer la messagerie sécurisée. Vous pouvez facilement communiquer avec vos employés, peut-être en message direct, message de groupe. Vous pouvez envoyer des annonces. Les employés peuvent répondre et vous pouvez aussi voir quand un message a été lu ou non. Et finalement, pour mentionner, tout ça est possible en mode hors Internet. Vous ne pouvez pas envoyer des messages en direct si quelqu'un est hors Internet, mais ils peuvent compléter leur visite, voir les tâches à compléter, insérer les bonnes informations, compléter les formulaires, etc. Et dès qu'ils se connectent à l'Internet, de nouveau, tout ça sera mis à jour automatiquement dans le cloud de l'iCare. OK? C'était un survol à haut niveau de l'application mobile. Puisque vous ne pouvez pas m'arrêter pour me poser des questions live, je vais passer pour vous montrer le portail famille parce que c'est le dernier coin du triangle de services, je vais dire. Donc, voici l'option portail famille. Ceci permet vraiment aux familles de prendre un part dans les soins de leur mère ou père ou sœur ou qui ce soit. Il y a toutes sortes de fonctionnalités, telles que demander une modification à une visite. Peut-être vous aimeriez une différente heure, annuler une visite. Peut-être vous aimeriez demander une toute nouvelle visite. Vous pouvez aussi envoyer des messages sécurisés à l'administration et à l'équipe de soins de service du client. Donc, ceci pourrait vraiment réduire le volume d'appels ou de courriels parce que ça laisse à la famille ou au client de vraiment faire partie des services. OK. J'aimerais maintenant parler à propos de la facturation parce que j'imagine que tout le monde ici adore la réconciliation. C'est la partie préférée de tous vos jobs, j'imagine. Donc, revenons vers à la iCare ici. J'aimerais vous parler de la vérification des visites parce que la réconciliation exige beaucoup de vérification. Il faut vérifier si les visites sont conformes afin qu'on puisse facturer et bien sûr payer pour ces visites. Mais on n'a plus besoin de vérifier chaque visite parce que vous pouvez créer des règles qui vérifieront les visites automatiquement. Donc, les visites qui sont à 100% conformes selon les règles que vous avez fixées en tant qu'organisation seront approuvées automatiquement. Ils seront inclus dans la facturation et inclus dans la paie sans qu'une personne doit aller vérifier la visite manuellement. C'est seulement la minorité des visites, peut-être une vingtaine des visites, qui ne seront pas approuvées automatiquement parce qu'ils ne répondraient pas aux besoins ou aux règles que vous avez fixées. En voici un exemple. Cette visite n'a pas été approuvée automatiquement pour 3 raisons. Le lieu de pointage d'arrivée était incorrect, le lieu de pointage de départ était incorrect et la visite était d'une courte durée, d'une très courte durée. Et c'est parce que c'était moi, à partir du bureau, j'ai pointé l'arrivée et le départ 10 secondes après l'un et l'autre. Et on peut voir ici sur une carte que le client est un peu loin. Moi, je suis ici. J'ai mes lieux de pointage. Et les heures de pointage sont ici. Donc, ces informations vous permettent de faire une petite investigation sur pourquoi la visite n'a pas été conforme. Peut-être vous pouvez contacter l'employé par voie de messagerie sécurisée et choisir si la visite devrait être approuvée ou non et quel montant devrait être facturé et payé. Une fois qu'on approuve la visite, si on approuve la visite, ça sera inclus dans la facturation et la paie. Il nous reste seulement, on facture les clients, mais aussi il faut facturer la RAMQ. C'est une grande partie et ça prend beaucoup de temps pour certaines organisations. Je sais qu'il y en a qui entrent les montants manuellement directement dans le portail RAMQ. Mais avec un logiciel moderne et la vérification des visites, toutes les visites qui ont été approuvées et qui devraient être incluses dans la facturation à la RAMQ seront sorties dans cet export, la RAMQ, l'export facturation RAMQ. C'est généré automatiquement. Vous avez seulement à télécharger le fichier, puis le téléverser directement à la portail RAMQ. Et tous les montants pour tous les clients seraient inclus automatiquement.
Dernier volet aujourd'hui pour la démonstration, ce sont les rapports. Donc, les rapports sont très puissants et très modifiables. Nous voici dans un exemple de tableau de bord des opérations, juste pour vous démontrer l'option des différentes vues, des différents types de visualisation des données. Chacun peut créer son propre tableau de bord ou bien choisir son propre tableau de bord afin que tout le monde ait l'information facilement accessible selon leur fonction précise. Aussi, ces données ou ces rapports ne sont pas du tout fixes. Vous n'avez plus à demander au fournisseur du logiciel de vous rajouter une colonne, par exemple. Vous avez vraiment toute la puissance de créer vos rapports selon vos besoins en temps réel. Donc, prenons un exemple. Ici, je vais aller explorer à partir d'ici. Juste pour aller voir, peut-être je veux faire une petite modification. Peut-être j'aimerais voir les compétences, comme dans chaque région, peut-être je veux voir quels employés ont une certaine compétence associée à leur profil. Donc, je peux ajouter un filtre ici. Ici à gauche, j'accède à toutes mes données dans cet Explore. Et je peux dire que peut-être confortable avec les animaux. Donc, je veux répondre à la question, qui entre mes employés sont confortables avec les animaux et répartis par région? Et je ne veux pas vraiment voir les pourcentages, je veux voir les montants. Donc, je peux changer le type de visualisation ici. Et voici la réponse à ma question. Un exemple un peu primaire, mais c'est pour démontrer que vous avez toute la puissance pour créer les rapports selon vos besoins. Donc, un logiciel moderne et agile permet de libérer la puissance des données afin que les organisations puissent prendre des décisions proactives, optimiser les opérations et améliorer les résultats pour les clients ainsi que pour leurs équipes. Merci, Jonathan. Ça fait un survol des outils, des applications qui existent chez Alacare. Évidemment, je reviens à ce qu'on parlait tantôt il y a une évolution à faire dans cette discipline opérationnelle-là. Donc, on démarre avec la mise en place de ces systèmes-là pour venir digitaliser les processus de travail. Mais les objectifs, éventuellement, des organisations avec lesquelles on travaille, c'est d'amener l'automatisation des tâches et la gestion assistée par l'intelligence artificielle. Jonathan, je vais te mettre sur la sellette. Est-ce que tu as un exemple de l'outil, par exemple, qu'on sert pour faire automatiser les tâches? Juste, Bien sûr, voici un c'est exemple. c'est pas un outil qui a beaucoup de lignes de code. Je vous donne un exemple visuel. Là, ça sort d'un environnement de démonstration que je demande sur le coup, mais euh, ça vous permet de faire les automatisations à travers les systèmes. C'est un peu une structure comme PowerPoint, donc il n'y a pas vraiment de choses à coder. C'est plus de la manipulation avec des images et des relier des systèmes entre eux autres, puis d'identifier les tâches qui doivent se faire. Donc, dans ce cas-ci, je pense que c'est un rappel de notification des fêtes des employés. Donc, il y a un paquet de tâches. Ça peut être des rappels de visite, par exemple, à 24 heures avant ou 2 heures avant la visite, avec des appels automatisés ou des messages textes qui vont vers vos clients. Mais ça peut être aussi des choses comme ça, d'avoir des rappels sur la fête des employés pour les gestionnaires. Bref, il y a un ensemble de tâches qu'on se dit, ben, sont importantes, mais on veut les automatiser. Donc, il y a une plateforme qui vous permet de le faire. Ou Alacare peut monter ces automatisations-là pour vous également. Merci, Jonathan. Bien sûr. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'était de montrer davantage sur le système et ça va nous faire plaisir de prendre des questions plus approfondies si jamais vous essayez de comprendre qu'est-ce que j'ai de besoin avec Alacare dès le départ, quelles sont des applications ou des outils qui pourraient être utiles pour mon ESAD, mais peut-être pas au jour 1, peut-être plus tard. Donc, si vous essayez de naviguer ces choix-là, on peut prendre les questions. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on va faire un virage différent. Au lieu de Alacare qui va qui va présenter sa solution ou les aspects organisationnels auxquels on s'attaque, on aura plutôt une table ronde avec 3 ESAD
Nathalie, Valérie et Martin Charles qui viendra parler en tant que directeur général et non président. Et ça vous permettra d'avoir la perspective sur le bon et le moins bon et l'expérience de ces organisations-là de travailler avec Alacare puis de faire leur transformation numérique avec nous. Bon, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On arrive maintenant à la période de questions, alors n'hésitez pas à utiliser le bouton pour soumettre vos questions. Vous verrez aussi un sondage apparaître. Pardon, un sondage apparaître si vous souhaitez approfondir certains sujets. On a le temps pour quelques questions et si on ne peut pas répondre à la vôtre aujourd'hui, on fera un suivi avec vous directement. Oui, c'est des questions qui sont soumises par écrit qu'on n'a pas le temps. Ouais, on fera des réponses par écrit, puis on pourra les acheminer à travers le réseau. Mais définitivement, on a vu un pour Jonathan. La question, c'est, j'ai entendu parler de plusieurs possibilités avec Ally Care. Je n'ai pas besoin de tout de la part. Alors, qui est vraiment important pour commencer? Ouais, je suis d'accord avec vous que vous n'avez probablement pas besoin de tout à partir de la départ. Donc, je vous conseille de commencer par les bases, donc la plateforme, bien évidemment, l'application mobile, l'engin formulaire, l'engin rapport et l'intégration avec la RAMQ. Tout ça fait partie de la proposition de base et je vous conseille de commencer par là et se familiariser avec l'outil à partir de là. Le reste, ça dépend de vos défis actuels. Donc, peut-être en ce moment, est-ce que vous recevez beaucoup trop de courriels ou appels des familles? Si c'est le cas, peut-être le portail famille serait à considérer afin que les familles puissent prendre une partie active dans les soins de leur personne et peut-être répondre à leurs questions ou pouvoir prendre des actions afin de minimiser les questions qu'ils ont à envoyer par appel ou par courriel. Peut-être ou si vous avez des gros volumes administratifs, donc à ce point, peut-être l'automatisation, sera à considérer juste afin de vous permettre de passer moins de temps sur les tâches répétitives et plus de temps sur vos priorités. Et comme prochaine étape naturelle, ce sont les solutions IA. Il y en a beaucoup à explorer, mais cela étant dit, je vous conseille quand même d'implanter la base et de vous familiariser avec les bases. Ensuite, allez considérer tout ce qui reste avec Care parce que c'est vaste et puissant. Oui, puis je tiens à dire qu'on est flexible par rapport à ça. Donc, si vous vous dites un portail client-famille, ça peut être intéressant pour moi, mais bon, ça reste à voir. La façon pour nous de dérisquer cette décision-là pour vous, c'est de vous l'offrir gratuitement pendant une période d'essai. Donc, ça vous permet de voir si c'est quelque chose qui vient aider à réduire la quantité d'interactions redondantes qui peut arriver entre vos clients et votre personnel de bureau. Puis ça permet de voir aussi si votre bassin client dans votre région adopte cette façon-là de travailler ou pas. Donc, on peut vous le donner sur une période de quelques mois de façon gratuite, puis vous prenez la décision par la suite si c'est utile ou pas utile. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, ça, c'est automatiquement dans toute notre façon de travailler. Quand on fait, par exemple, des agents IA, on va les mettre en place pendant une période de 3 4 mois qui va nous permettre d'évaluer l'impact sur le nombre d'activités qui sont prises en charge de façon autonome par l'agent d'intelligence artificielle. Ça nous permet de calculer la contribution financière qui est faite par l'agent et on vient toujours facturer 20 de cette contribution-là financière. Donc, on établit le prix seulement après avoir démontré ce que l'agent IA peut faire et la contribution financière calculée de façon concrète. Mais ça là vient à la deuxième question, puis celui-là, c'est pour vous, Martin. Donc, concrètement, à quoi ressemble l'engagement de Liker envers les ESAD? Par rapport aux implantations, de façon générale, ou Ça là, c'est une question un peu plus générale. ben, de façon générale, moi, personnellement, j'en ai parlé à la Journée nationale du réseau. C'est un secteur qui me tient beaucoup à cœur. On a fait beaucoup, beaucoup de travail avec les OBNL. Il y a des ESAT, il n'y en a pas dans toutes les provinces. C'est vraiment un modèle qui est plus sophistiqué puis plus avancé au Québec. Mais quand même, on travaille avec différents organismes communautaires ou des OBNL ou d'autres organisations similaires dans d'autres provinces. Et
et ça depuis le début de Alaya Care. Donc, je vous dirais, on a environ à peu près 60 de nos clients au Canada qui sont des OBNL. Au Québec, c'est encore plus important pour moi parce qu'on est une compagnie québécoise basée à Montréal. Donc, et moi-même, je viens d'un milieu d'OBNL avant d'arriver chez Alaya Care. Donc, c'est un engagement chez moi qui est long terme, où on s'engage à faire toutes les intégrations, les développements de produits qui sont pertinents à nos frais pour les organisations. On s'engage à mettre en place une équipe Québec francophone qui va vous offrir un excellent soutien dans le cadre de votre déploiement, puis aussi un soutien technique par la suite. Donc, je m'assure toujours que ces équipes-là répondent rapidement aux gens, règlent rapidement les situations, puis n'hésitent pas à se déplacer sur place pour accompagner le personnel des ESAD si c'est utile. Donc, pour nous, c'est un engagement important. Puis je le fais dans le contexte aussi où on fait un engagement similaire avec les CIUS et on espère être capable de faire un arrimage utile entre les CIUS et les ESAD. On a déjà 2 régions où on explore ça présentement. Question de venir appuyer l'élargissement des responsabilités des ESAD au Québec comme le plus gros partenaire du réseau de la santé. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'invite la personne à approfondir dans la section questions-réponses si c'est pas le cas, si je l'ai pas pris du bon angle, mais pour nous, c'est un engagement très sérieux. Donc, ça a l'air qu'on a le temps juste pour une dernière question. Puis la question, je vais le poser à Martin encore, c'est OK. s'il y a un SA qui est intéressé, c'est quoi la prochaine étape? Parce que moi, je sais pas où à commencer. La prochaine étape dans ce webinaire-là, c'est de demander à être contacté pour continuer la conversation. De façon générale, vous pouvez contacter Garen. On pourra donner ses informations dans le courriel qui enverra l'enregistrement à tous les gens qui ont participé ou à tous les gens qui se sont inscrits, même s'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et je vous dirais, ben, la première étape, c'est de regarder, de discuter avec nous autres, de voir qu'est-ce que vous essayez d'accomplir avec les SAD et comment on peut vous aider avec nos outils, puis de voir si on peut vraiment vous aider avec votre réalité ou si on n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous. Et ça, après ça, on va s'il y a vraiment un fit là, on passe dans une deuxième étape avec Jonathan, où on va venir aller de façon plus approfondie dans vos processus de travail, vos procédures, vos formulaires, vos documents, pour vraiment, vraiment s'assurer à un niveau plus granulaire que le système est capable de prendre en charge ce que vous essayez d'accomplir. Si ça vous intéresse, à ce moment-là, on met une proposition sur papier qui vous permet d'évaluer les coûts. Et on a aussi une procédure chez nous où on peut venir évaluer l'impact ou les gains ou les bénéfices qu'on peut escompter avec cet investissement-là que vous feriez avec Alaya Care, qu'on peut faire en parallèle de la proposition, puis qui peut vous aider à présenter cette information-là à votre conseil d'administration pour dire voici l'investissement que je veux faire, voici les bénéfices que j'espère accomplir et la transformation que j'espère réaliser dans mon organisation. Donc, on vous accompagne là-dedans. Puis, ces objectifs-là, habituellement, sont ensuite transférés à l'équipe d'implantation pour s'assurer que on ne fait pas juste mettre un système sur vos ordinateurs puis on s'en va après. On s'assure que ça vient rencontrer les objectifs qu'on s'était donnés, par exemple, par rapport à la discipline opérationnelle. Merci, Martin. Donc, je pense pour l'instant, on va arrêter les questions là. On va faire des suivis personnellement pour répondre à toutes les questions dans le chat. Encore, je vous remercie infiniment pour participer aujourd'hui au webinaire. C'est très bien apprécié. Gary, on a quelques minutes encore. Si je veux juste prendre, parce que je vois une question Allez-y. de Oui, parfait. Chantal et Justin. Donc, Chantal, oui, on va envoyer l'enregistrement à tout le monde. Donc, désolé que vous ayez eu un problème technique, mais vous allez avoir l'intégralité de ça par email. Justin, un nouveau client, combien de temps prend l'implantation et le soutien à faire? L'implantation, ça dépend de la taille de l'organisation, puis de la complexité des services, puis de la standardisation. Donc, ça fait partie. On a un questionnaire avec lequel qu'on passe avec vous pour essayer de faire cette évaluation-là. Et on fait après ça un cahier de charge qui vous permet d'avoir une visibilité sur le temps que ça prendrait. Typiquement, une organisation, on parle de 4 à 6 mois pour faire un déploiement puis une transformation, mais il peut y avoir
du temps supplémentaire requis s'il y a des décisions qui prennent un peu plus de temps à prendre par rapport à des documents ou des intégrations qui sont à faire, par exemple, par rapport à un système comptable. Donc, je vous dirais personnellement, si vous vous dites, j'ai un contrat qui arrive à terme dans 12 mois, moi, je calculerais 9 mois avant pour la fin d'un contrat que vous avez sur un autre système. Si jamais vous avez des dates butoirs comme ça, calculez environ 9 mois pour faire une transition de 4 à 6 mois, puis une période de stabilisation de 3 mois. Le soutien à faire, il est tout au long de l'implantation. Dans la période de stabilisation où on s'assure que vous utilisez le système live, mais que tout fonctionne bien, bon, l'équipe d'implantation reste avec vous parce qu'ils vous connaissent mieux que l'équipe générale de soutien technique. Et donc, ils restent avec vous jusqu'à la période de stabilisation. On fait des cycles de facturation, on fait des cycles de paie, on s'assure que tout fonctionne bien. Et par la suite, le soutien continue, soutien applicatif, soutien technique, qui sont illimités et gratuits. Et on a aussi une équipe qui s'occupe d'aider les ESAD au niveau de l'optimisation de l'utilisation de la plateforme. Donc, ils sont là pour s'assurer qu'au fur et à mesure où on sort des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités pour les ESAD, que vous soyez au courant, vous sachiez comment les utiliser et vous sachiez comment par exemple, faire la formation des employés pour être sûr que vous avez tiré toujours le maximum de la plateforme. Donc, ça, c'est une ressource qui est dédiée aux ESAD qui continue ce travail-là de façon proactive par la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que j'en ai raté? Non. Et merci, Carlo, pour les bons mots. Merci. Quand on voit un système at large à beaucoup de clients potentiels, est-ce qu'on est en mesure de répondre à la demande de réaliser les promesses? Ben, les promesses sont ajustées en fonction du volume, donc on s'assure d'être toujours faire des promesses qu'on est capable de rencontrer. Mais la première partie de la question, elle est importante. S'il y a beaucoup de clients potentiels, je je peux pas faire 84 essais en même temps. J'ai pas cette capacité-là présentement. J'ai quand même une bonne équipe d'une quinzaine de personnes qui peuvent faire ces implantations-là, mais la réalité, c'est que j'ai pas ce volume-là. Fait qu'effectivement, il y a un aspect de premier arrivé, premier servi. Est-ce que je peux faire 15 à 20 essais? Oui. Que je peux en faire 40 demain? Non. Et là, ça devient des cohortes qu'on fait. Si vous êtes intéressé à faire une cohorte dans votre région, soit dit en passant, on a des gens de Bas-Saint-Laurent, entre autres, qui nous avaient parlé de ça, puis de Chaudière-Appalaches. C'est possible. Donc, à ce moment-là, on vient partager les coûts de formation ou les coûts de déploiement à travers le nombre d'organisations qui décident de faire ça ensemble. Donc, je tiens à le souligner. Mais oui, Justin, on n'a pas une capacité illimitée de déploiement, d'autant plus qu'on a aussi des CIUS à faire présentement. Donc, on est obligé de faire des choix. Et si ça excède notre capacité, on va vous le dire. On peut commencer peut-être dans 2 mois. Puis ça va être à vous de nous dire si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Puis si ça ne vous convient pas, on va essayer de voir comment on peut rebalancer les choses avec d'autres organisations qui sont peut-être moins pressées de commencer tout de suite. Je pense que ça fait le tour pour le moment, Garen. Comme je voyais qu'on avait encore quelques minutes, mais on est quand même dans l'heure de dîner des Oui. ESAD, donc on va pouvoir finaliser tout ça. Donc, encore, merci beaucoup à tout le monde. C'est très bien apprécié. On va envoyer les enregistrements automatiquement après. Et s'il y a des questions qui restent dans le chat, je vais faire des suivis personnellement pour être sûr que tout est bien répondu. Puis encore, merci beaucoup.